Vous cherchez des produits de franc-maçonnerie de qualité pour votre loge ou obédience? Découvrez noscolonnes.com, la boutique en ligne créée par des jeunes entrepreneurs francs-maçons. Aujourd'hui, Nos Colonnes compte plus de 10 000 clients et plus de 5 000 produits, tout grade et tout rythme, fabriqués à la main. Nous vous offrons des tarifs préférentiels pour les loges et obédiences, ainsi que des articles personnalisés comme des tabliers, maillets, gants et plus encore. Et pour vos événements francs-maçons tels que des convents, assemblées générales ou rencontres, nous vous proposons un sponsoring complet. Visitez dès maintenant nos-colonnes.com et découvrez tous nos produits de franc-maçonnerie de qualité. Émission numéro 67 et c'est la deuxième cette semaine qu'on va faire parce que finalement mardi j'ai reçu mon frère Mathieu qui a participé à l'émission en fait et on a parlé d'un sujet qui était super intéressant. Vous irez voir ça si vous nous écoutez présentement là, en fait j'imagine si vous nous écoutez là parce qu'on fait l'émission, mais vous irez voir ça sur notre page Facebook et sur notre site web sulbandeau.ca, numéro 66, qui était sur un sujet qui était, en tout cas, c'est un sujet maçonnique que je trouvais super intéressant, qui est la règle de 24 pouces. Donc, comment gérer son temps et tout ça. Donc, un grand merci à Mathieu d'avoir participé. Puis, je vous invite à aller voir sur notre site web et tout ça. Mais aujourd'hui, c'est pas ça le sujet. Aujourd'hui, on va aller un petit peu plus sur un sujet de société. Mais avant ça, je vais vous dire, en fait, vous ne le saviez pas encore, mais on a un commanditaire maintenant premium pour l'émission qui est le site web Nos Colonnes, donc nos-colonnes.com, qui est un fournisseur de régalia maçonnique assez populaire en France. Et Vincent, justement, a décidé de nous aider pour cette belle initiative-là. Donc, si vous avez des besoins de régalia, si vous avez besoin de tabliers, des affaires qui sont personnalisées et tout ça, des bannières de loge et tout ça, vous pouvez aller voir nos-colonnes.com et Vincent, ça va faire. Vous direz bonjour, vous enverrez un message à Vincent, vous leur direz bonjour. Puis bonjour, après Vincent. Ça, c'est ça. Bonjour Vincent. Et je suis sûr qu'il va bien s'occuper de vous de toute façon. Donc, nos-colonnes.com. Sean! Bonjour. Comment ça va? Ça va très bien. Ben oui. Je suis en excellente forme. Bien sûr. L'hiver. Ben oui. Tu sais, vers sa fin. Ben oui, je vois ça. Tu dis que ça tire à sa fin. Moi, personnellement, je vois encore de la neige un peu partout dehors. Moi, ça va fondre vite, je suis sûr. Ça va fondre. Le soleil va sortir. T'es un éternel optimiste, moi, je pense. Écoute, merci d'avoir accepté l'invitation parce que Dominique, on avait déjà organisé, moi puis Dominique, pour aujourd'hui, mais il manquait quelqu'un pour entrer puis dans l'émission, puis finalement, tu as répondu à l'appel dans le chat de la Grande Loge, fait que c'est fantastique. Comme d'habitude, ça fait plaisir. Je suis toujours content d'être ici avec vous autres, avec toi, avec les autres. Cool, merci Sean. Sérénissime grand maître du Grand Orient du Québec, mon frère Dominique. Premièrement, félicitations et bienvenue sur place. C'est la première fois que tu es en studio en tant que grand maître, que grand maître de l'obédience. Comment ça va, toi? Très bien, merci pour ton accueil, mon frère. C'est vrai que là, j'arrive au sommet. Plus dur sera la chute. C'est ça. J'arrive au sommet. C'est très intéressant. C'est un autre challenge. Ah oui, hein? Toi, t'es quand même... T'es un maçon que ça fait quand même quelques années. T'es en 34 ans, ouais. 34 ans. Ouais, donc, ça a pris 34 ans pour te rendre à la grande maîtrise. Oui, c'est long. J'ai 34 ans. Tu vois? Je suis né, t'as été initié. Il réfléchit. Parce que c'est pas une question de temps, c'est une question de préparation, je dirais, intellectuelle, entre guillemets, quoi. Disons, il faut pouvoir assumer. Et puis, je dirais, le choix, il vient pas de moi, il vient de l'ensemble des frères et sœurs du Grand Orient du Québec. Moi, je ne suis que, je dirais, leur représentant. Mais c'est un honneur qu'ils m'ont fait en me nommant, je dirais, grand maître. Donc, c'est vrai que je vais assumer cette fonction pendant, je pense que c'est 3 ans.
Et puis, écoute... Est-ce qu'il y a des moyens pour que nous, on décide de voter contre pour ton renouvellement? Oui, tout à fait, comme moi je vais faire pour ton... Ouais, pour ta prochaine nomination, donc il n'y a aucun problème. Non, c'est quelque chose qui va être très intéressant, parce qu'on va se retrouver grands maîtres tous les deux. Ah oui? Toi de la Grande Loge Annie et moi du Grand Orient du Québec, et je pense qu'on fera certainement des choses... de très belles choses ensemble. Moi, je te le dis déjà, j'ai déjà des plans. J'ai déjà des plans pour toi puis moi. Là. Il va falloir qu'on s'assoie en l'entour d'une bonne bouteille de vin. Là, deux bonnes bouteilles de vin. Deux bons, c'est sûr, certain. Mais écoute, encore une fois, félicitations. Vu que c'est le début de l'émission, avant qu'on aille dans le sujet, le Grand Orient du Québec, c'est combien de loges, combien de rites présentement? Est-ce que tu peux nous faire une belle description? On peut faire une petite présentation. On va avoir peut-être une 5e loge là, dans peu de temps. Oui. Nous ne sommes pas encore trop nombreux, donc... mais je fais toujours un ensemble avec la Grande Loge Annie et puis le Grand Orient du Québec. Je trouve que c'est quand même un peu plus cossu au niveau du nombre. Si on reprend simplement le Grand Orient du Québec, on a bien sûr le rite français. C'est la première de nos de nos rituels. Après, on a le RE2A qui est important, et puis on a des patentes, je dirais, qui nous ont été données puisqu'on a un traité d'amitié avec le Grand Orient de France, mais qui sont des patentes de RER et puis du rite York, mais on n'a pas du tout pour l'instant d'atelier à ce rituel-là. Donc, et puis nous sommes bien sûr, on fait partie du Suprême Conseil et puis dans les grades supérieurs, et c'est ça qui est intéressant avec la Grande Loge Annie et nous-mêmes, puisqu'on est ensemble donc dans ce Suprême Conseil. Donc c'est là que l'amitié qui nous lie est importante, puisque les sœurs et les frères de chaque obédience se retrouvent, je dirais, jusqu'au 33e degré au RE2A. Ça, c'est très, très, très bien. Et puis, en même temps, donc, on a un chapitre du rite français, puisque toujours dans ce traité d'amitié que l'on a avec le Grand Orient de France, on a un chapitre qui est lié avec le GODQ et la loge du GODF qui est sur Montréal, le lycée La Rose et son véné Laurent Guercher. Donc on est ensemble, disons, au chapitre dans les hauts grades, dans les grades de perfection. Et puis en même temps, par le biais de la Grande Loge Annie et puis du GODQ, on est aussi, je dirais, à la limite dans une commanderie ensemble. Ah oui, c'est ça. En tant que CBCS. Donc c'est aussi intéressant, c'est un autre rituel. Alors on a cette chance-là, je pense, sur le Québec pour le faire, enfin au Canada en général. C'est beaucoup plus difficile. Moi-même j'ai été initié à Cadet, donc, et au Grand Orient de France, donc à Paris. C'est plus difficile, disons, de pouvoir aller dans les hauts grades parce que c'est quand même assez compartimenté, on va dire. Ah oui, pourquoi ça? Lorsqu'on s'engage, je dirais dans des hauts grades, que ça soit au chapitre, on peut pas aujourd'hui, je pense, au niveau du Grand Orient de France, cumuler les deux fonctions. C'est-à-dire qu'on ne pourra pas aller dans le chapitre jusqu'au 4e ou 5e ordre, tout en étant 33e dans un Suprême Conseil. Donc il faudra choisir l'un ou l'autre. Donc on est soit au RE2A Suprême Conseil jusqu'au 33e, soit chapitre jusqu'au 5e ordre, enfin le 4e et 5e ordre. Et puis dans le RER, je pense que c'est un petit peu pareil aussi. C'est quand même assez cloisonné. Alors, il existe des équivalences de visites, mais qui ne sont pas des équivalences de grades. Les équivalences de visites, on peut aller visiter, mais on ne peut appartenir, du moins en France, par le biais du GODF, que dans un rite bien spécifique dans les hauts grades. Je trouve ça quand même particulier de parler d'équivalence de visite. Je trouve ça super intéressant. En fait, tu me parles de ça parce que oui, moi aussi, j'ai déjà entendu dans le passé, parce qu'au Québec, à un moment donné, parce que, tu sais, je le répète tout le temps, mais la maçonnerie libérale au Québec est très petite. Là, c'est pas un maximum de 1000 personnes là, qui sont là, comparativement à la Grande Loge du Québec. Et donc, le fait d'avoir des équivalences de visites, oui, ça a des avantages parce que ça nous permet
de populer nos colonnes. Mais pour moi, l'autre problème après, c'est que si justement, disons que comme maître écossais de Saint-André, qui est le 4e degré au rite écossais rectifié, on lui donne une équivalence du 18e au RA2A. Le problème, c'est que quand ce frère ou cette sœur-là va vouloir changer de rite, mais il va devoir quand même recommencer à partir du 4e. Mais le problème, c'est qu'il a déjà vu ce qui était plus haut. Je ne sais pas si tu comprends. C'est comme, pour moi, la maçonnerie de rite de degré en degré, pour moi, c'est une chasse au trésor, c'est une découverte. Mais là, si tu me permets d'aller dans un autre rite avec l'équivalence, avec mes grades de mon rite à moi, mais je vais voir des choses que finalement, que je vais peut-être voir plus d'avance que j'aurais dû, tu sais, parce qu'il va falloir quand même que je refasse les étapes. Donc, pour moi, le côté mystérieux va un peu disparaître à cause de ça. Mais c'est mon opinion. Je comprends qu'il y a des équivalences puis que ça l'aide pour les frères et sœurs, mais moi, j'ai toujours eu de la misère avec ça. Ça a toujours été une difficulté. Puis je pense qu'au Québec, c'est comme en France, c'est comme un peu partout. Il y a certaines obédiences qui le permettent, mais je sais pas, toi, t'as-tu de la misère un peu avec ça? Ouais, je suis complètement d'accord avec toi parce que si tu veux, moi, quand je suis allé dans les hauts grades, dans les loges de perfection, on a fait tout notre cursus, 4e, 14e, 18e pour le RE2A, 30, 31, 32 et 33. Ouais. Et c'est vrai que c'est d'une richesse absolue. Et dans tous les rites, moi, quand on m'a proposé un jour d'aller donc au RER passer le quatrième grade de maître écossais, j'y suis allé bien volontiers. J'ai découvert pas mal de choses, mais pour autant, j'ai travaillé après pour être écuyer novice, et puis j'ai travaillé, je dirais mon blason pendant un an. J'ai travaillé l'héraldique, donc ça m'a fait donc j'ai découvert complètement ça, tout en étant et puis au chapitre. Ouais. Là j'ai eu une équivalence, mais j'ai découvert aussi le 1er, le 2e et le 3e et le 4e ordre du chapitre. Donc ça nous donne, à la limite, c'est très enrichissant. Ça nous permet aussi d'avoir des recoupements. Ouais. Des recoupements et de dire, ce que j'ai découvert, par exemple, au RO2A au 30e, les équivalences que l'on peut retrouver, je dirais, au chapitre, ou alors, donc, quand on est, je dirais, écuyer novice ou chevalier bienfaisant. Donc, il y a des équivalences, il y a des mots qu'on retrouve, etc. C'est très enrichissant. Mais je suis d'accord avec toi. Les équivalences de visite, ça doit être quand même très limité. Une visite un jour. Mais c'est pas une équivalence en disant ça y est, je suis maître écossais ou je suis 3e ordre, disons, dans le chapitre, hop, je vais aller m'inscrire, puis je vais démarrer directement comme ça. Moi, je trouve que c'est pas normal non plus, je suis d'accord avec toi. Il faut quand même avoir un certain passé historique là-dedans. Moi, j'aurais une question à vous poser, peut-être pour certains, ceux qui ne le savent pas, puis même moi, peut-être, je serais curieux de savoir, c'est quoi la différence entre la franc-maçonnerie libérale puis la franc-maçonnerie, comme dites, un peu régulière, comme qu'on fait à la loge Annie? Mais la seule différence qu'il y a en tant que telle, parce que les rites sont tous pareils. Toutes la même chose, c'est chacune des obédiences vont pratiquer quasiment les mêmes rituels en tant que tels. Là, la Grande Loge, si on parle au Québec, disons, on ferait une comparaison entre la Grande Loge Annie et la Grande Loge du Québec. Tu vois, la Grande Loge Annie, nous, on pratique 3 rites. Eux vont pratiquer peut-être 7-8 rites. Mais le rite écossais ancien accepté, c'est le même rite écossais ancien accepté. C'est totalement la même chose. La seule différence qu'on peut faire, c'est le côté des patentes. Parce que la Grande Loge du Québec est reconnue par la Grande Loge unie d'Angleterre. Okay. Donc, c'est eux qui sont l'obédience ultime, en fait, qui va délivrer les reconnaissances à l'international. Donc, pour être reconnu par la Grande Loge unie d'Angleterre, c'est ça, faut que tu passes par eux. Puis, habituellement, c'est une obédience par pays. Donc, comme je disais, habituellement. Mais pour le Canada, c'est gigantesque, là, c'est une grande loge par province. Aux États-Unis, c'est une grande loge par État.
Donc, chacun ils sont tous reliés avec la Grande Loge unie d'Angleterre. En France, c'est juste la Grande Loge nationale française. À un moment, je pense qu'il y avait eu une scission entre la Grande Loge nationale française et la Grande Loge unie d'Angleterre. Et là, ça l'a créé des petits. Donc, on parle de l'Alliance maçonnique française, je pense la Loge nationale française aussi qui a été créée, mais par après, parce que ces sous-groupes-là voulaient se faire reconnaître par la Grande Loge unie d'Angleterre, et finalement, la Grande Loge unie d'Angleterre a rétabli ses liens avec la Grande Loge nationale française. Tout à fait. Donc, ces autres loges-là sont devenues libérales en tant que... Ils ne sont pas chapeautés par une grande instance. Ben, en fait, ils ne sont pas chapeautés par la Grande Loge unie d'Angleterre. Okay. Le côté libéral, ben, c'est que quand, je pense dans les milieux des années 1800, je n'ai pas la date par cœur, mais à un certain moment donné, tu as eu le Grand Orient de France qui a décidé de devenir, d'établir la liberté absolue de conscience, c'est-à-dire que c'était plus obligatoire d'avoir le livre saint dans tes rituels. Ça peut être un livre blanc, ça pouvait être un autre livre religieux, peu importe. Et parce que le Grand Orient de France trouvait ça important de se séparer en fait du concept du grand architecte de l'univers. Et ça crée une scission entre les deux institutions. Parce que entre les deux, entre la Grande Loge unie d'Angleterre et le Grand Orient de France, c'est le Grand Orient de France qui est plus vieux. C'est le Grand Orient de France qui existe depuis très longtemps. Puis avant la Grand Orient de France, c'était la Grande Loge de France qui était le même groupe. À un moment donné, la Grande Loge de France ont abandonné leur nom, ont donné le nom, sont nommés Grand Orient par après. Et donc, eux sont là depuis le tout début, là, tu sais. Okay. Mais il y a eu une séparation entre les deux groupes, puis tout le monde en fait, les obédiences régulières sont rattachées avec la Grande Loge unie d'Angleterre, tandis que tout ce qui est libéraux. Donc, l'origine des patentes, là, ça serait c'est un sujet super intéressant de parler de ça, tu sais. C'est intéressant. Moi, déjà là, j'ai déjà un paquet de questions qui s'en fait. Pour compléter, quand même, la Grande Loge de France, donc avec le rituel du RE2A, a été une scission du GODF c'est ça. À cette époque-là. Donc, c'était en 1801 ou 2, je ne me rappelle plus. Ouais. Enfin, pour ce qui est du RE2A, c'est en 1804. 1804, ça a été l'année des créations du rite écossais ancien accepté. Et c'est quand les anciens, les modernes se sont fusionnés? Non, ça c'est autre chose. Non, parce que l'histoire du rite écossais ancien accepté, c'est que le rite a été... en fait, avant les rites écossais anciens acceptés, on avait un autre rite qui s'appelait le rite de perfection. Donc, Étienne Morin, qui était aux États-Unis, a décidé de créer un rite pour le 4 à 25 degrés. Okay. Le 25 degrés à ce moment-là, c'est l'équivalent aujourd'hui du 32e degré, donc le prince du secret royal, okay? Royal Secret Prince. Et donc, on avait un rite de perfection. Ce rite de perfection-là s'est rendu en France, au Grand Orient et tout ça. Et partout dans les Caraïbes, c'était un petit peu partout propagé. Et par après, un roi, le Frédéric de Prusse, qui a continué. Puis c'est là que ça a été... les degrés ont été rajoutés jusqu'au 33 degrés. Par après, ça l'a créé le rite écossais ancien accepté. Ça, c'est l'histoire du RE2A. Là, le rite des anciens, le rite des modernes, on recule encore plus loin dans l'histoire. Okay. Le rite des modernes est plus ancien que le rite des anciens. Ouais, c'est ça, tout, je comprenais mal. D'ailleurs, nous avons le rite des modernes chez nous. Justement, pendant qu'on continue à parler un peu du Grand Orient du Québec, il y a une particularité que j'adore chez vous, c'est que vous pratiquez le rite français. En fait, il y a une loge qui pratique le rite français. C'est un autre type de rite français, c'est ça? Est-ce que tu peux nous en parler un peu? Oui, c'est le rite des modernes. Alors bon, c'est quelque chose qui, moi, m'avait touché. Pourquoi? Parce qu'il est dit que Montcalm et Wolfe étaient dans une loge ensemble qui pratiquait le rite des modernes. Ah ouais. Alors donc, pour un petit peu reprendre l'historique et puis pour amener, je dirais, beaucoup plus de Québécois peut-être dans la maçonnerie même, on a repris ce rite des modernes. Et le rite des modernes, en fait, a été, on va pas dire copié, mais ajusté
au RE2A. Donc il y a un peu des deux, sauf que nous sommes avec la Constitution, donc on n'a pas la Bible, on a la Constitution, et puis la grosse différence qu'il peut y avoir, je dirais entre guillemets, c'est que on travaille beaucoup sur des sujets sociétaux dans nos loges, comme fait le Grand Orient de France, parce que dans notre idée, c'est qu'on est là pour aider la cité. Ce qui n'est pas le cas, je dirais, dans le rite, disons, York, reconnu enfin de la Grande Loge d'Angleterre, où eux sont des pratiques. On apprend par cœur en fait des rituels, quoi. Et puis on travaille beaucoup le symbolisme, comme tu fais, je dirais, au RE2A. Alors nous, on travaille aussi en parallèle, bien sûr, le symbolisme, mais bon, surtout, on travaille aussi des sujets sociétaux. Donc c'est intéressant. Donc c'est pour ça que on est là aussi pour aider, pour être présent dans la cité. C'est quelque chose de quelquefois difficile, parce que au vu des profanes, on a l'impression que les gens, on a une caricature de complotistes, alors qu'on n'est pas du tout des complotistes. On est au contraire, je dirais, des gens très libéraux qui amenons justement pas toujours des solutions, mais je dirais des attentes ou des réflexions qui peuvent, je dirais, à la limite, faire basculer une société, disons, je pense à l'avortement, je pense à beaucoup de choses, je dirais, qui se sont passées en France, où il y a eu du travail qui a été fait, je dirais, ou la peine de mort, ou des sujets en comme ce ça. moment, il est en train de revenir aux États-Unis. La pilule abortive, je crois qu'elle va être rendue illégale. Il en parlait au Texas. Si un juge qui est en ce moment au pouvoir à la Cour suprême pourrait renverser une ancienne loi. Écoute, je me souviens plus exactement de ce qui est défini. C'est quoi, ils vont rétablir, tu dis, la peine de mort? Dans le fond, c'est que ça rétablirait l'illégalité de certaines pilules abortives. Abortives, exactement. Puis en ce moment, il y a beaucoup de gens qui s'intéressent à ça parce qu'il y a le pouvoir, ce juge-là, et on le sait que c'est un juge ultra conservateur. Puis c'est pas juste ça, là, en ce moment, on le voit aux États-Unis, il y a vraiment un recul au niveau de l'avortement. Juste, tu le vois, maintenant, c'est rendu illégal pour des femmes dans certains États d'obtenir l'avortement, et il complique les choses. Même, je crois qu'au Texas, peut-être je me trompe là-dessus, mais il y a une loi qui dit que si une femme se fait avorter, les voisins peuvent dénoncer cet acte-là illégal. Donc, c'est vraiment un recul assez profond là, dans les mentalités. Mais j'en avais entendu parler justement qu'au Texas, là, ça commençait à brasser un peu sur ce côté-là, là, pour le côté de l'avortement, parce que ma femme, elle est pas mal active là, comme thérapeute, puis elle parle beaucoup avec les gens justement, puis on en a entendu parler qu'il y avait même des gens qui c'est triste de voir ça, qu'ils quittent le Texas pour aller se faire avorter dans un autre État parce que c'est rendu illégal chez eux. Là, c'est pas possible pour toutes les femmes de faire ça parce que ça coûte très cher. Ouais, c'est ça. Je pense pas. Le Texas, c'est immense. Là. Ouais. Sortir du Texas, pour certaines personnes, ça peut engendrer des frais. Et aux États-Unis, tu payes si tu veux te faire avorter. C'est pas comme ici. Non, et ça coûte cher. Donc, il y a beaucoup de femmes qui, finalement, se ramassent. C'est quelque chose qui est assez incompréhensible parce que c'est vrai que on a des techniques modernes qui permettent, je dirais, la pilule du lendemain, les pilules contraceptives, etc., etc. Ouais. Et on se retrouve avec des fois, une erreur de jeunesse ou n'importe quoi. Je pense qu'il y a des choses qui sont quand même importantes. Une femme qui se fait violenter, se fait avorter. Il y a quand même des choses qui sont inimaginables. Et puis je crois que c'est vrai que le féminisme et puis je dirais le pouvoir des femmes ou disons le droit des femmes, il est encore un peu loin derrière nous et je crois que ça c'est quelque chose qui moi me sort par les yeux. C'est vrai que quelque part il y a eu plein, on a monté justement je dirais des choses et des lois et on est en train de régresser et tout ça c'est fait. Le juge c'est un homme. Oui, exactement. Ouais. La loi, il y a mieux qu'un homme pour choisir ce qui est bon pour une femme. Vous savez, on l'a eu aussi dans nos loges. Ouais. Il y a encore des loges qui ne sont pas mixtes et qui refusent la mixité. Je ne vais pas les nommer, là, parce que ils ne seront pas contents ce soir. Non. Mais ça, c'est quelque chose... J'ai du mal à concevoir ce genre de choses. Ben, tu sais, si je peux t'interrompre, là, Dominique, pour moi, je ne vois pas nécessairement un problème à ce qu'il y ait des loges uniquement d'hommes, uniquement de femmes,
et des mix, pour moi, c'est pas un problème, ça. Parce que chacun, s'ils veulent pratiquer leur maçonnerie comme qu'ils veulent... C'est les visites, moi, je te Mais parle. c'est ça, exactement. C'est pour ça. moi, c'est ça. Je suis d'accord avec Non, ce les point-là. visites, à la limite, ça, oui, je suis pas contre. Ouais. Mais qu'une femme puisse pas visiter ces loges-là ou qu'un homme puisse pas aller visiter ces loges-là, je trouve que c'est quand même de la ségrégation. Mais ça change aux États-Unis parce que j'ai déjà été en Californie, puis là, 1 an ou 2 ans, puis je me suis demandé, je me suis dit, je vais aller voir. Il y a des loges comme il y a des Tim Hortons à peu près ici, en Californie. Puis à un moment donné, j'étais cogné à une porte, puis un soir, il y avait une soirée bière et peanut. Puis ils m'ont dit, mais tu viendras. Puis écoute, je suis resté là jusqu'à 1h, 2h du matin. Puis j'ai eu des discussions avec pas mal tous les membres. Il y en avait qui disaient, non, on aimerait ça que tu viennes. Puis dans le fond, j'ai eu beaucoup de discussions. Puis il y a en ce moment, entre les hommes de mon âge, mettons si tu parles de 35 ans en descendant, et versus les plus vieux, ils appellent les têtes poivrées là-bas. Ouais, bah oui. Il y a une mentalité différente. Mais il y en a, ça se mélange aussi. Mais les jeunes sont beaucoup plus ouverts à accepter les femmes, puis même que ceux qui désiraient que j'assiste à la loge, c'était les jeunes surtout en majorité. Il y avait aussi des personnes plus âgées, mais ça se discute en moment. Mais le point qui est ressorti, je pense, puis l'impression que j'avais, c'est que c'est un boys club, puis ils aiment ça comme ça. Ils veulent que ça reste comme ça. Ils veulent que ça reste un groupe d'hommes qui sont ensemble, puis ils veulent pas mélanger les femmes avec ça. Parce que je suis pas contre l'idée, moi aussi comme Franco, qui dit que, écoute, si tu veux une loge d'hommes, ok, mais de ne pas reconnaître que t'es une femme, t'es pas maçonne pour moi. Non, je n'accepte pas ça. C'est pour ça que moi, je pense que la beauté présentement qu'on a au Québec, c'est que même la maçonnerie régulière, on a fait un gros travail, là, mais la maçonnerie régulière, maintenant, reconnaissent qu'il y a des femmes francs-maçons. Donc, pour moi, ça, c'est une avancée énorme. Parce qu'auparavant, je me rappelle, au Québec, les femmes de maçons, mais les envoyaient surtout vers le Order of Eastern Star. Je ne sais pas comment c'est là, en français que ça veut dire. Là. Je pense que c'est l'étoile du matin, là, l'ordre de l'étoile du matin. Là, mais Order of Eastern Star, vous irez voir ça. OES, là, vous avez sur Google, là, vous allez trouver plus d'informations. Mais avant, ils les envoyaient toujours là. Mais non, maintenant, il y a même certains frères qui vont envoyer leurs femmes en maçonnerie libérale, mix et tout ça, même féminine. Fait que pour moi, ça, c'est une grande avancée. Aux États-Unis, moi, tu vois, on parle du Texas depuis tantôt. Il y a 2 ans, quand je suis allé avec Mathieu, justement, pas Houston, à Dallas. Oui. Écoute, c'était unique, là. 2 maçons libérales dans le grand temple de la Grande Loge du Texas. On a fait des émissions. On s'est fait inviter après ça à une porte ouverte, une porte ouverte. On était dans un bar où il y avait des maçons. C'était comme une tenue... c'était pas une tenue officielle, parce que dans un bar, tout le monde boit, mais il y avait plein de profanes là, puis ils parlaient avec les profanes. Puis là, à un moment donné, ils nous ont invités, on a bu avec eux autres, puis après ça, ils nous ont invités dans leur temple. Puis on a visité le temple au grand complet. Ils nous ont même invités en loge, mais je pense qu'ils n'avaient peut-être pas compris vraiment le concept du grand loge, le libéral versus moderne, mais on a quand même très bien été accueillis, puis eux étaient conscients que des femmes, ça existe en Europe en maçonnerie, puis il n'y avait vraiment pas de problème avec ça, tu sais. Ouais. Mais c'est ça, c'est tranquillement, puis comme tu dis, c'est plus les jeunes, tu sais. Moi, quand je suis allé à Paris, à la Grande Loge de France, honnêtement, là, une des meilleures expériences que j'ai eues de ma vie, c'était dans une loge que, littéralement, j'ai eu le sentiment, c'était quoi d'être avec les boys, tu sais, de s'amuser, puis on avait du fun, mais tous ces frères-là reconnaissent toutes les sœurs, tu sais. Pour eux, les sœurs sont importantes, mais sont importants pour eux, mais dans leur temple, c'est juste masculin. Sauf que ça va arriver qu'il y ait des frères de la Grande Loge de France qui vont aller visiter la Grande Loge féminine de France. Puis l'avantage avec le GLDF, c'est eux qui ont remis la patente aux sœurs de la Grande Loge féminine de France. Fait que c'est le fun d'avoir cette diversité-là. Et la Grande Loge féministe de France, moi je les ai visitées souvent quand j'étais encore en France et sur Paris. C'est un accueil extraordinaire. Bah oui. C'est un accueil extraordinaire. Moi j'ai vécu des moments, d'ailleurs des initiations avec des gens un peu connus. Et c'est vrai que c'était quelque chose d'extraordinaire. Mais bon, c'est ces intervisites-là, moi, qui me dérangent. Les gens qui disent qu'ils sont braqués et les frères qui disent, nous, non, on est braqués. Et
vice-versa. Il y a aussi des sœurs qui sont braquées. Mais bon, maintenant, nous, on a cette chance-là ici où on n'a pas ça et on a surtout une ouverture d'esprit qui nous permet de visiter les uns les autres, se visiter les uns les autres. Alors, pour revenir au Grand Orient du Québec, c'est vrai que on a des loges aussi sur Québec. Et puis, l'objectif, c'est de pouvoir se développer. Je pense que c'est un objectif commun que l'on a ensemble. Ouais. Et puis, d'arriver à ce qu'on ait on a déjà cette reconnaissance, mais au moins qu'on ait le nombre. Parce que ici, le nombre, il est pas simple. Montréal est quand même une ville où c'est une ville, je dirais, de passage souvent, parce qu'on a beaucoup, et dans ton obédience c'est pareil, on a beaucoup de frères et sœurs qui viennent, qui s'initient, mais qui restent quelquefois 2 ou 3 ans, qui repartent dans un autre pays. Ouais. Donc il y a beaucoup de Français qui font ça, il y a d'autres personnes, donc on a beaucoup d'amis, frères et sœurs d'Amérique du Sud, etc. Donc ce qui fait que on a toujours un turnover qui est important, mais on initie quand même beaucoup, mais c'est vrai que c'est quand même assez difficile. Et puis, je pense qu'à aujourd'hui, on n'a pas assez sollicité, je dirais, les Québécois, donc, et pour leur donner un petit peu plus d'informations sur la franc-maçonnerie. Donc, ils n'ont pas encore peut-être totalement compris ce qu'on y faisait. Je crois que ça fait partie de nos rôles, je dirais, respectifs en tant que grand maître, de pouvoir faire des tenues ouvertes, des tenues blanches ouvertes, ou des moments d'information qui peuvent se faire par le biais d'une émission. Pourquoi pas un jour inviter un profane qui va découvrir la maçonnerie par le biais d'un échange radiophonique. Ça peut être ça aussi. Et puis c'est quand même important ce que l'on a à faire au niveau de l'information. Je suis d'accord avec toi. Et c'est pour ça que le sujet aujourd'hui, pourquoi que je trouvais ça important, c'est que oui, notre émission, on va toujours parler de maçonnerie. On va parler de sujets. On est des maçons. Oui, oui, mais c'est que la beauté, encore une fois, la beauté de la maçonnerie au Québec, c'est qu'elle est tellement petite qu'on va beaucoup se concentrer sur les outils maçonniques, sur travailler sur nous-mêmes. Et là, tranquillement, on commence à vouloir s'impliquer dans la société et de partager, comme tu disais, de débattre, d'apporter des nouvelles idées et tout ça. Et aujourd'hui, on fait une première, parce que, je dis une première, on a déjà fait à peu près 30 minutes là, sur des sujets maçonniques. Il va rester un autre 30 minutes là, pour le sujet principal. Mais je pense que c'est important de parler de ça parce que nos opinions présentement, qui les écoute, c'est ceux qui vont nous écouter sur le web. Ouais. Mais tranquillement, je pense que c'est important de s'exprimer sur ces projets-là, de s'impliquer dans des projets comme ça, des causes justement humanitaires. Donc, pour que justement on montre que la maçonnerie, on fait pas juste s'asseoir en loge, on écoute des gens parler, puis c'est tout, là, puis après ça, on va boire du bon vin, puis je pense que c'est plus ça qu'on fait, on va boire du vin à la fin, là, mais ça, on fait d'autres choses que ça, tu sais. Puis je pense qu'un des sujets justement de la société, peut-être qu'on peut commencer à couvrir, parce que j'aimerais ça entendre un peu votre opinion. Je connais déjà un peu ton opinion, mais c'est parfait parce que moi, j'ai une opinion totalement différente de tout ça. T'sais. J'en avais parlé un peu lors de la dernière émission avec Mathieu, mais un sujet qui peut être intéressant de la société, puis je sais que vous, au Grand Orient du Québec, vous avez, je pense, un groupe qui parle de ça sur l'intelligence artificielle. Pour moi, tout ce qui se passe présentement, j'ai l'impression qu'on est rendu... On vient de faire un autre bond un autre bond technologique, mais aussi un avancement dans l'être humain. T'sais. Beaucoup, présentement, vont avoir peur de l'intelligence artificielle parce que, justement, ils vont voir ça plus comme une compétition, un remplacement. Ils vont se faire remplacer. Et moi, personnellement, avec le travail, j'utilise beaucoup maintenant l'intelligence artificielle et ça me permet, je reviens au sujet de la dernière émission avec ma règle de 24 pouces, mais au lieu de faire un travail qui prendrait, disons, habituellement 8 heures de travail, je suis capable de le faire peut-être en 4 heures, parce que justement, j'ai un deuxième cerveau qui est à côté qui peut faire les choses que moi, j'ai pas le temps de faire, puis je vais me concentrer, Mais ça peut avoir aussi d'autres effets qui vont être, peut-être qui vont être moins bien, Si je donne,
je prends un autre exemple que j'ai donné précédemment, mais tu sais, les gens... Il y a des gens, il n'y a pas très longtemps aux États-Unis, qui sont pleins à McDonald's parce qu'ils voulaient se battre pour le salaire, parce que pour eux, ils voulaient être plus haut que le salaire minimum. Je crois qu'il voulait avoir peut-être 2 à 3 $ d'augmentation de l'heure. Tu sais. Et McDonald's n'a fait pas de problème. Ils ont créé un McDonald's 100% automatisé, qui est tout intelligent par lui-même. À l'intérieur, c'est des cabarets mobiles qui vont se promener, qui vont emporter la bouffe, qui vont tout nettoyer. Tu as des cuisiniers en arrière, c'est des robots qui vont faire la nourriture. Donc, le hamburger que tu vas manger, il est juste parfait. La température est parfaite. Tout est parfait. Et c'est servi ultra rapide. Donc, c'est un McDonald's qui est 100% indépendant, qui fonctionne par lui-même. Et, tu sais, donc là, les gens sont offusqués. Ils ont dit, ben là, on vient de perdre des emplois et tout ça. Mais pour moi, je vois juste que, tu sais, au lieu d'être contre cette technologie-là, moi, je crois qu'il faut plutôt l'utiliser, de l'avoir comme allié et de faire autre chose. Tu sais. Ça va peut-être permettre à l'être humain de se dépenser puis d'aller dans d'autres choses. Je sais que des fois, ça peut pas nécessairement être évident. Ça se peut très bien qu'il y ait des gens qui vont dire « Ouais, mais moi, j'ai de la misère avec les études. » OK, mais il y a quand même d'autres choses qu'on peut faire. Tu sais, l'être humain, il va évoluer puis il va faire d'autres choses. Tu sais, il va se déplacer. Mais bon, ça, c'est mon opinion. Je vous laisse embarquer dans l'arène pour m'en donner une coupe de gauche puis de droite. Là. Mais... Toi, tu as l'air de vouloir parler, mais vas-y donc. J'étais tranquille tantôt. Mais moi, je pense que c'est quelque chose qui existe en ce moment, l'intelligence artificielle, puis on peut pas s'en débarrasser. Ouais. Puis c'est nouveau dans la société. Ça fait très peu de temps, comme tu disais, ChatGPT, c'est depuis 2021 qu'utilise Internet, les données. En fait, cette technologie-là qui vient de OpenAI, donc l'intelligence artificielle, celle qui nous est offerte présentement, parce qu'ils ont déjà une intelligence artificielle qui est 100 fois, 1000 fois mieux que qu'est-ce qui est public. Donc, le ChatGPT qui est disponible présentement connaît tout l'Internet depuis 2021. OK. Mais dans le fond, c'est un nouvel outil. Puis, tu sais, il y a un parallèle à faire avec ça. Puis, je pense que c'est en ce moment, ça l'a sorti dans la société. C'est nouveau. On ne sait pas comment l'utiliser. Puis, j'ai une référence à faire parce que j'ai lu certains livres d'histoire qui parlaient des drogues dures. Puis, tu sais, au début du 20e siècle, si on compare un petit peu l'essor de l'intelligence artificielle à, mettons, la chimie du 20e siècle, au début, ils voyaient les drogues comme la cocaïne, la méthamphétamine, comme des choses qui allaient sauver le monde. Puis ce qu'ils se sont rendus compte avec le temps, c'est qu'on sait tout ce qui s'est passé. Les drogues, malheureusement, la cocaïne, ça détruit les vies. Ouais. Mais la chimie, quand même, a réussi à apporter d'autres choses, d'autres médicaments qui ont sauvé le monde. Mais ça, c'est avec les années, les décennies que ça s'est développé. Il y a des réglementations. Et j'irais même jusqu'à dire que ça a tellement été un peu laissé aller, on savait tellement pas quoi faire, que j'irais peut-être même jusqu'à dire que la Deuxième Guerre mondiale, sans la pervitine, qui est de la méthamphétamine ou du speed, ça n'aurait jamais existé. Puis c'est simplement parce qu'on ne savait pas quoi faire, ça a été laissé aller, organisé. Ils donnaient de la cocaïne aux enfants. T'sais, c'est ce qui est aujourd'hui... L'opium, exactement. Ah, aujourd'hui, tu te dirais, mais peut-être que dans 100 ans, ils vont nous dire hey, on donnait des téléphones aux enfants, ça n'a aucun bon sens ce qu'ils faisaient. Ouais. On est peut-être dans le même pattern, quelque chose qui est nouveau en ce moment. On voit ça comme immense, comme ce qui va nous sauver, qui probablement l'intelligence artificielle va vraiment nous aider dans le futur. Puis si on compare, mettons, si on parle juste des super ordinateurs qui font la météorologie, ben c'est une compilation de données qui calculent et qui font des prévisions de plus en plus précises. Donc, la météorologie, c'est vraiment utile aux agriculteurs, comme on parlait tantôt, ou ben non, de toutes sortes d'applications. Et je pense qu'en ce moment, c'est qu'il faut digérer cette nouvelle technologie-là. Il y a des choses qui vont arriver pour le mieux, des choses qui vont arriver pour le mal. Puis en maçonnerie, je pense, c'est un des meilleurs endroits où en parler parce que c'est justement, c'est là que tu observes comme tu t'es observé pour t'améliorer et tu essaies de comprendre, écoute, la cocaïne pour les enfants, ce n'est pas une bonne idée. Mais dans certaines fonctions, comme certains corps d'armée, comme l'armée de l'air, ils prenaient de la drogue parce qu'ils n'avaient pas le choix. Parfois, ils devaient faire des voyages qui pouvaient durer jusqu'à 20-24 heures, qu'ils devaient être vigilants.
la seule manière de pouvoir faire ça à l'époque, c'était avec de la drogue. Puis souvent, les soldats, à un moment donné, l'armée américaine, eux autres, ils ont décidé d'opter pour certaines choses qui étaient régulées. Et les soldats étaient suivis par des médecins et c'était contrôlé. Parce qu'ils se sont rendus compte que même les Allemands, à la Deuxième Guerre mondiale, ils prenaient la pervitine comme des tic-tac. Et les soldats devenaient fous. Littéralement, ils tombaient au combat parce qu'ils mouraient de crise de cœur ou mouraient de froid. Donc, ce n'était pas une utilisation qui était, comment je pourrais dire, raisonnable pour ce produit-là, mais qui a été lancée comme « prenez ça, ça va changer vos vies ». Puis tu peux presque comparer le règne du Troisième Reich à comment je pourrais dire, un junkie. Tu sais, il a eu son high, puis tranquillement, il est descendu, puis à un moment donné, il a fini par brûler. Fait que, tu sais, moi, je pense qu'en ce moment, l'intelligence artificielle, c'est tout nouveau. On ne sait pas comment l'utiliser. Ça fait peur aux gens. Puis d'autres personnes vont dire, toi, non, c'est nouveau. Mais je pense que la société va devoir digérer cette nouvelle chose-là. Puis tranquillement, il y a des réglementations qui vont arriver. Puis ça va, comment je pourrais dire, ça va mieux se placer avec le temps. C'est mon avis. Toi, Dominique, t'étais un peu moins réticent. T'étais plus réticent avec l'intelligence artificielle, avec tout ce que tu as pu voir présentement. Je suis pas spécialement réticent. Et donc, c'est vrai que le prix de l'automobile, le prix des voitures avait baissé. Et puis après, donc, est venu le grand moment de l'Internet, etc., qu'on a découvert. Alors, je vais pas faire vieux combattant. Moi, quand j'étais chef d'entreprise en France, on se servait, je dirais, du Minitel. Vous savez peut-être pas entendu parler. Oui, je connais ça, Minitel, c'est l'écran vert. Voilà, donc c'était un tout petit écran et ça a été première des choses. Donc on travaillait, on se servait du Minitel pour regarder ses comptes bancaires dans les sociétés, etc. Et les premiers ordinateurs sont arrivés. Et les premiers ordinateurs, les calculateurs que l'on avait, c'était les calculateurs énormes qui faisaient une pièce. Maintenant, ça fait une petite valise, quoi. Donc il y a eu une évolution. Alors à aujourd'hui, c'est vrai que Internet dans ses débuts était balbutiant, c'est devenu quelque chose d'extraordinaire. Quand on a besoin d'une information, on a une information dans l'instant T, on n'a pas besoin de reprendre tous ces bouquins de bibliothèque, et ça c'est quand même très positif. Maintenant, ce qui est quand même affolant, c'est qu'aujourd'hui, vous parliez de GPT, là c'est quelque chose aussi que je découvre, donc ça veut dire que là, dès le départ, on a amené l'informatique, on a robotisé, on a amené une certaine intelligence à cette époque-là pour justement amener à ce que l'homme puisse, je dirais, réduire sa le fait d'avoir un travail pénible. Donc ça lui permettait de l'aider. Maintenant, aujourd'hui, on est en train d'amener un assistanat. Alors pourquoi un assistanat ? Parce que avec ce nouveau système, ce concept, vous n'avez plus besoin de lire. Vous avez simplement besoin de dire une phrase, de dire tiens, voilà, on va parler de telle chose. Est-ce que tu peux me faire 2 pages sur par exemple, sur la maçonnerie. Le logiciel va sortir 2 pages. Vous allez dire ça fait trop 2 pages. Tu peux me le réduire en 1 page ? Oui. Hop, donc ça veut dire que tout est fait. Avec un assistanat qui nous permet plus de réfléchir, ni de lire. On n'a plus besoin de lire, on n'a plus besoin de réfléchir. On a simplement à parler devant un micro, et puis ou à demander sur un logiciel, et puis c'est pris en compte. Alors ça veut dire que on est déjà dans un système d'assistanat très poussé. On est déjà dans un système où les jeunes aujourd'hui sont complètement esseulés. Il n'y a plus de communication. Ils sont devant un écran à faire des jeux. Donc, quel est l'intérêt après d'apprendre ou de lire, puisque on va t'apporter tout sur la table. Le danger qu'il peut y avoir à ça, c'est que on va amener à ce que l'être humain soit pris en charge par une machine qui va réfléchir pour lui. C'est ça le gros danger. Je veux dire, ça veut dire que tout ce que tu apprends, et même en maçonnerie, parce qu'en maçonnerie, ça reste quand même un lieu d'apprentissage, un lieu de réflexion, un lieu d'écoute que l'on n'a plus dans le monde profane. Les gens s'écoutent plus. Ils s'invectivent plus entre eux, donc que de s'écouter. Donc là, quand on a des problèmes, des choses qui sont posées en loge, on s'écoute, on discute, on échange. À partir du moment où tout est pris en charge par une machine,
pourquoi pas dans 50 ans que la machine prenne en charge, je dirais, l'être humain. Et quand on voit dans les fictions qu'on a le danger de l'intelligence artificielle, alors c'est vrai que c'est une fiction, on dit c'est du cinéma, etc. Mais moi, avec ce qui arrive là aujourd'hui, c'est ça c'est pas que ça me fait peur, parce que à l'âge que j'ai, moi je le verrai que très peu de temps. Mais ce qui me fait peur, c'est surtout pour les jeunes aujourd'hui. Et ce savoir, nous, on est allé le chercher. On est allé chercher le savoir. Moi, quand j'étais enfant, même étudiant, je lisais beaucoup. On avait des bibliothèques, on avait des références. Aujourd'hui, vous passez des examens. T'as GPT qui est là. Tu dis, voilà, tiens, je vais avoir ça comme examen. Il va te faire ton examen. Oui. Quelle est la valeur après des diplômes et quelle est la valeur de l'intelligence ou je dirais de la réflexion des jeunes aujourd'hui? C'est ça qui est important. Je pense que dans tout cet aspect-là, présentement, de l'intelligence artificielle, le plus gros fléau qu'on voit, selon moi, présentement, moi, ma femme, ça fait quand même peut-être quasiment 10 ans qu'elle est plus à l'université, et elle a encore des contacts à l'UQAM. Et maintenant, qu'est-ce qu'ils voient? C'est que c'est les jeunes qui font des thèses, qui font des travaux, mais basés sur ChatGPT. Et c'est que le problème, c'est que c'est rendu... L'engin est tellement perfectionné que c'est quasiment impossible de savoir que il y a des outils qui commencent à sortir, mais ils disent je crois qu'à 10 ou 15, peut-être 35-40%, oui, c'est une intelligence artificielle. Mais même à ça, c'est difficile parce que, je pense que je t'en avais parlé avant l'émission, on peut tu dis à ChatGPT, écris-moi un texte sur sujet X. Il va te générer un texte. Après ça, tu lui dis maintenant, je veux que tu me paraphrases tout mon texte en français international sur un ton sérieux, disons comme si j'étais un avocat. Et là, il va dire, pas de problème. Et là, il va me régénérer le même texte sous les nouvelles directives. Donc, essayer de retrouver, de voir si c'est quelqu'un ou un robot qui le fait, c'est extrêmement difficile. Et oui, ça peut être un risque maintenant avec tout ça. Donc, oui, ça va peut-être les rendre plus paresseux. C'est pas spécialement un risque, mon frère Franco. C'est pas le risque, c'est surtout par rapport aux jeunes et par rapport à la nouvelle génération. Vos générations aussi, vous en faites partie. Vous apprenez, vous avez encore la faculté de lire. Mais aujourd'hui, quel est l'intérêt? Je vais aller même plus loin. Ouais. Dans le cinéma, dans 25 ans ou 30 ans, je serai plus là, il n'y aura plus d'acteurs. Tous les acteurs vont être... va y avoir une pigmentation, va y avoir quelque chose, ce seront plus des acteurs humains, ce seront des formes on en a de plus en plus, on avance de plus en plus. Dans le cinéma, on est de plus en plus à la recherche d'effets spéciaux. Un cinéma qui n'a pas d'effets spéciaux, ça n'a pas une valeur commerciale énorme. Ouais. Tous ces cinémas d'auteur qui sont quand même prenants, intéressant, je veux dire, où il y a des réflexions, où on va vraiment dans le sociétal, on va chercher vous en aurez de moins en moins. Et le gros problème qui va se poser, c'est que tout le monde va être formaté. Et on est déjà plus ou moins formaté avec toutes les communications qu'on reçoit, tous les journaux, c'est le même bandeau. Donc il y a une information, ça a été pour le Covid, ça a été pour la guerre en Ukraine, etc. On entend, c'est plaf. Même si c'est normal d'en parler et même si c'est logique, je dirais, d'expliquer. Mais au bout d'un moment, on est formaté. Donc à partir du moment où on entend toujours la même chose, je veux dire, vous n'avez plus à réfléchir, puisque ça va même encore plus loin. Je veux dire, donc au niveau journalistique aussi, lorsque vous lisez ou vous écoutez quelque chose, c'est les journalistes qui reprennent après, qui vous expliquent ce que vous devez bien comprendre. Ouais. On n'est plus capable d'entendre, de comprendre et d'avoir ces idées, on nous les donne. Donc aujourd'hui, avec ce nouveau principe-là, je veux dire, non seulement on te restitue quelque chose qui est par un écrit qui est fait par la machine, mais t'as plus le contrôle de rien, là. T'as le contrôle, de changer les choses, mais t'as plus le contrôle de rien, et puis tu n'apprends plus rien, quoi. Je dirais, mais il y a une chose, je suis pas d'accord avec ce que tu dis par contre. C'est que, tu sais, moi je suis père de 2 jeunes filles, 5 et 7 ans. Puis
c'est aussi la responsabilité du parent de prendre l'iPad ou la télé puis de l'enlever de l'environnement. Parce qu'on sait que les enfants, à un certain âge, ils n'ont pas le contrôle sur eux-mêmes. C'est des jeunes enfants puis ils ne comprennent pas que l'iPad, j'ai un exemple, c'est designé pour que tu restes accroché après. Et c'est quand même aussi, il y a une partie de la responsabilité des parents de décider, est-ce que je laisse mon jeune toute l'après-midi derrière l'iPad ou j'y prends l'iPad et j'y enlève. Et il y a même aussi des applications que tu peux, moi ça m'arrive aussi avec les filles, je bloque l'Internet. Quand je suis tanné. Donc, il ne faut pas, je pense, trop couver les gens, leur dire « Oh non, il ne faut pas les laisser vivre dans un environnement ». Il y a aussi une certaine responsabilité des gens de comprendre que, oui, l'informatique, il y a un danger à ça, et spécialement pour les enfants. Ma conjointe, elle travaille à la maternelle, elle est enseignante, et elle le dit, elle m'a déjà mentionné que tu vois les enfants qui sont trop exposés à la télévision versus ceux qui ont été bien socialisés dans les garderies. Donc, ça revient aux parents. Mais il y a une chose qui est vraie aussi, c'est que parfois, comment je pourrais dire, c'est difficile de se faire une tête là-dessus. Parce que notre source d'information numéro 1, c'est Internet aujourd'hui. Parce que d'un, c'est la facilité d'accès. Donc, pour te bâtir une idée de l'Internet, tu vas sur Internet, c'est sûr que c'est pas hyper objectif. Oui, il y a des journalistes, oui, il y a des gens indépendants qui vont faire des bons travails, mais ça reste, comment je pourrais dire, les enfants, c'est les parents qui doivent décider. C'est leur responsabilité. Par contre, c'est sûr que oui, quand tu parles de ChatGPT, ça fait peur un peu parce que s'il n'y a aucun moyen sur le document produit d'identifier ça vient de ChatGPT, ça, c'est quelque chose qui a été écrit par quelqu'un, il y a un danger là, parce que les gens qui vont travailler pour devenir enseignants à l'université, je donne un exemple, ben s'il écrit toutes ses thèses par ça, il va arriver dans la classe, puis qu'est-ce qu'il va faire? Il ne saura pas quoi faire. Ben, donc, ça prendrait des mécanismes pour pouvoir identifier ces documents. Ben, tantôt, tu sais, moi j'avais deux affaires que j'avais retenues de ce que tu avais dit, puis je pense que tu viens de le rajouter, mais tu sais, le côté diplôme, si on laisse ces gens-là de faire ça, c'est que, un, on va rendre les gens paresseux, mais deux, on va rendre aussi les gens incompétents. Ça veut dire qu'on va donner un diplôme à quelqu'un et peut-être que ça peut mettre en péril une vie ou quoi que ce soit. Tu sais, tout dépendant du domaine. Non, mais exactement. Tu sais, imagine un médecin, tu sais, il a tout appris avec, il est tout soumis par ChatGPT. Il a un diplôme, mais il ne sait pas comment faire son travail. Tu sais. Ça, pour moi, c'est un risque énorme, effectivement. Après ça, tu parlais du cinéma, tu sais. ChatGPT, c'est juste une partie. Okay? Moi, la raison que je suis content de pourquoi on fait ce genre d'émission-là, c'est que j'ai étudié beaucoup durant les dernières semaines, derniers mois, tous les autres types d'intelligence artificielle qui existent. Il y a des intelligences artificielles que, comme tu dis, on peut créer un avatar qui a l'air littéralement humain. Okay? Et là, tu lui dis exactement tout ce que tu veux. Tu choisis la voix, la langue et tout ça. Et ça génère quelqu'un qui va faire les actions que tu veux, littéralement. Okay? C'est fou comme ça. Okay? Ce même outil-là, okay, tu peux prendre une vidéo de toi. Okay? Et là, lui, qu'est-ce qu'il va faire? C'est que, et tu parles, disons qu'on fait notre émission présentement. Okay? Je mets les caméras et tout ça. Et là, ben, finalement, il y a quelque chose que, disons, Dominique a oublié de dire. Mais sais-tu quoi? Je vais prendre le bout du vidéo, je vais changer le texte, je vais rajouter du texte, et l'intelligence artificielle va écouter sa voix, va reproduire sa voix, il va lui faire dire d'autres choses qui n'étaient pas originalement été dites dans le vidéo. Ça existe, c'est un service qui existe présentement sur Internet. Oh, oui, c'est grave, ça. Sinon, il y a d'autres technologies qui s'appellent Midjourney et DALL-E. DALL-E, qui est la même compagnie que OpenAI, OK? Et donc ça, tu peux lui dire, bon, ben, sais-tu quoi? Fais-moi un dessin, une peinture de style, je sais pas moi, de Van Gogh sur, je sais pas moi, sur la maçonnerie. Et là, il va te faire une peinture. Ça y prend 40 secondes, c'est fait, boum, tu as ta peinture. Là, tu peux dire, ben, modifie ça. Il va tout le faire pour toi. C'est instantané. Tu peux prendre une photo, et ça, c'est aussi disponible. Tu peux l'avoir sur Adobe, tu peux faire ça. Tu as même les téléphones maintenant Google, tu peux faire ça. Tu prends une photo, puis je pourrais décider d'effacer Dominique de la photo. Et il va voir qu'il y a une chaise, il va régénérer une chaise, mais elle est réelle. Tu crois vraiment que Dominique n'est plus sur la photo.
l'intelligence artificielle est fou à ce point-là. Donc là, après ça, c'est de voir... Tu sais, pour moi, là tu sais, tantôt, autant j'étais très positif, mais moi, je peux voir aussi le côté qui peut être dangereux. Ça veut dire que toutes les vidéos qu'on appelle le deepfake, tu sais, qu'on croit que c'est une personne, mais finalement, c'est pas cette personne-là. Ouais. Tu sais. Il en parlait à Radio-Canada. Oui, bon, mais c'est ça, tu sais. Maintenant, là, comme c'est ultra possible. Disons là, qu'on veut faire un audio pour incriminer quelqu'un parce que on pourrait dire, bon, ben cette personne-là veut, je sais pas moi, tu fais dire à quelqu'un que, c'est moi qui ai tué telle personne. Ils peuvent le faire maintenant, tu sais. Et c'est difficile de reconnaître si c'est un ordinateur ou la voix réelle. On est rendu à ce point-là avec l'intelligence artificielle. Tu sais, si on prend ce que tu dis, c'est qu'à un moment donné, au niveau, tu sais, mettons, si quelqu'un est accusé d'un meurtre, puis qu'on le voit sur vidéo, si ça en devient trop poussé, comment que les juges vont pouvoir prendre ces preuves-là comme acquis s'ils peuvent pas savoir si c'est un vrai ou c'est un faux? C'est ça. Ouais. Ça fait que, à un moment donné, l'informatique, est-ce qu'elle va un petit peu, comment dire, perdre de la crédibilité? Parce qu'à un moment donné, tu ne sauras plus si l'article que tu lis là, si c'est un vrai, si c'est pas vrai. Est-ce que les gens, à un moment donné, vont se détourner de ça, vont dire... C'est juste d'entertaining, c'est pas là-dessus que je vais m'informer. C'est ça. Parce qu'il n'y a plus de manière d'être... Oui, mais tu seras... On parlait tout à l'heure, tu parlais des tablettes et que c'était les parents qui géraient, je dirais, l'emploi du temps des enfants. En 1993, j'étais à Hong Kong. Je suis allé en Chine et à Hong Kong, tous les Hongkongais avaient un téléphone. À cette époque-là, donc il n'y avait pas de... En 93, ça devait être comme ça le téléphone. Non, c'était les premiers petits téléphones, et ils étaient tous avec des bornes, etc. Okay. On s'en amusait. On disait, oh, t'as vu, ils ont tous leur téléphone, etc. Nous, on avait encore les mallettes en France. Quand on est revenu, quand j'étais revenu, 6 mois ou 7 mois après, donc les premières bornes qui ont été mises et les téléphones étaient beaucoup plus petits. Au départ, tout le monde rigolait du téléphone, c'est vrai. Ouais. Aujourd'hui, on enlève le téléphone. Ouais. Moi, je peux pas travailler sans mon téléphone. Bon, donc, on a été habitués, on nous a donné, je dirais, on nous a présenté un élément qui est indispensable maintenant aujourd'hui. Et je veux dire, aujourd'hui, on parle de l'intelligence artificielle et tous les effets pervers qu'il peut y avoir. Ça va être tellement dans la vie de tous les jours que les gens, c'est vrai que ça va être difficile de... Là, les usurpations d'identité, ça existe, mais à un point tel. Et puis maintenant, les réseaux vont tellement vite. Du jour au lendemain, tu peux faire passer comme criminel, pédophile ou n'importe quoi, n'importe qui, à n'importe quel moment. Et après, donc ça va vite. En l'espace d'une heure, je veux dire, tu as 50 ou 100 000 personnes qui sont au courant d'une fausse nouvelle qui va être diffusée. Quand ça t'arrive, il y a des gens qui ont eu de leur identité volée, va essayer après de retrouver, je dirais, ta virginité morale. C'est impossible. Donc tu vas avoir, ça c'est un danger aussi qui est énorme. Avec tout ce qui et c'est vrai qu'aujourd'hui, on peut pas mesurer, je dirais, le danger qui va jusque là. Alors on dit oui, il y a des garde-fous, il y a des garde-fous, mais faut que ça remonte aux politiques. Et puis même aux politiques aujourd'hui, c'est pareil. Quelle est la crédibilité qu'on va donner aux politiques aujourd'hui ? On est au courant de tout. On a aujourd'hui des zones de pour savoir sur tel homme politique, sur tel. Je veux dire, ça va à un point que. J'aurais du mal aujourd'hui déjà. Bon, j'ai jamais vraiment été engagé politiquement, mais être un politique aujourd'hui, c'est pas évident parce que on va dire, on est considéré, on dit bah attends, toi, on a voté pour toi, donc on t'a payé pour faire un boulot. C'est un peu ça, quoi. C'est comme ça que c'est présenté. Hein. Ouais. Et puis il y a plus le respect, il y a plus rien. Donc alors que bon, quelqu'un qui est à la fois comme homme politique, il fait du travail non pas pour lui, mais pour la communauté, pour la cité. Moi, c'est toujours comme ça que je l'ai interprété. Aujourd'hui, bon bah il y en a qui font ça parce que c'est un bon job et puis on est tranquille pendant un certain temps, puis on a une bonne retraite. Mais c'est vrai qu'on est quand même, on prête le flanc à avoir du jour au lendemain
par le biais d'Internet, par le biais des fausses nouvelles qui sont reprises par les médias, puis vous vous retrouvez complètement. C'est pour ça, ce côté-là, c'est ça qui moi la réflexion. Il y a plus cette réflexion que vous pouvez avoir avant en disant attends, on va se renseigner pour voir si réellement c'est ça. Et là aujourd'hui, on te tombe dessus s'il y a t'as des gens qui se retrouvent, je dirais, dans des situations très difficiles. Mais j'aime ton point par rapport à, par exemple, à la dépendance. Puis je vais extrapoler, mais solidement. Parce que ce que les gens ne savent pas aussi, c'est que tout ce qui est système électronique, ça dépend des satellites, des systèmes électroniques. Ouais. Mais au Québec, on a déjà vécu quelque chose dans les années 90 qui pourrait vraiment nous plonger en arrière de l'époque des téléphones cellulaires. Puis on appelle ça des tempêtes solaires. Oui. Les gens au Québec, on a déjà vécu une situation où est-ce qu'il y a eu des tempêtes solaires qui ont littéralement brûlé des transfos et il y a eu des pertes de courant. Je ne sais plus si c'était pendant des jours ou des semaines, mais en ce moment, la NASA et beaucoup, comme en Europe, on envoie des satellites au Soleil parce qu'on le sait qu'il y a certaines périodes d'activité solaire qui sont beaucoup plus propices aux tempêtes solaires et on a très peu de temps pour réagir. Et beaucoup de nos systèmes sont hyper vulnérables. Et il y a eu des périodes, parce que c'est depuis, je pense, Galilée qu'on observe le Soleil, c'est littéralement brûlé les rétines à cause de ça. Il y a eu des périodes où il y a eu beaucoup plus d'activité solaire, mais on n'avait pas d'électronique, donc on ne connaissait pas les impacts. Et même l'armée américaine connaît les impacts de ça. Et si ça arriverait demain matin, on se retrouverait avec toute notre structure qui est reliée dans le fond, l'information cellulaire, transmission, serait tout à plat et ça prendrait des décennies à remettre à neuf. Oui, parce que ça, c'est un gros danger. Tout le système bancaire, tous les réseaux Internet qui tomberaient, ce serait fou. Là. Puis ça revient encore aussi, on est tellement rendu maintenant dépendant de la technologie, ce serait un désastre, mais ce serait un désastre. Est-ce que ce serait un bon reset? Je ne sais pas. Peut-être que ça permettrait aux gens de faire d'autres choses. Ça, c'est leur discussion. Peut-être. Mais on est tellement dépendant de la technologie, ce serait terrible là, pour nous tous. Là, donc, super intéressant. On a déjà dépassé l'heure. Hein? Ça va déjà super vite. Là. Oh, oui. Si je peux me permettre quand même dans tout ça, parce que tu sais, les origines de l'intelligence artificielle, tu sais, ça date pas d'aujourd'hui. Tu sais, c'est pas aujourd'hui que c'est créé. Comme je vous le dis, quand l'OpenAI ChatGPT a été dévoilé, ça faisait des années que c'était développé. Tu sais. Moi, je me rappelle dans le temps, quand je travaillais pour une compagnie qui s'appelait Touchstone, c'est une compagnie qui font des jukebox. Okay? Donc, dans un bar, tu vas dans un bar, tu joues de la musique, je sais pas comment on le dit en français. Ça existe encore, ça? Oui, ça existe encore. Ouais. C'est un jukebox. C'est un jukebox, on dit en français aussi? Bon, OK, bon. Et le jukebox, c'était ceux qu'on vendait dans le temps, ils étaient déjà extrêmement intelligents à un point que, avec ton téléphone cellulaire, le moment que tu avais l'application cellulaire dans ton téléphone, lui, ce qu'il faisait, c'est qu'il pouvait te détecter rentrer dans le magasin, dans le restaurant ou dans le bar. Et selon les utilisations de ton téléphone... Il jouait la musique que tu préfères. Et il va aussi mettre la publicité à l'écran. Donc, tu sais, c'est une intelligence... C'est là depuis... C'est quand même assez poussé, tu sais. Puis, notre téléphone... Tu sais, ça fait quand même... Tu sais, la version intelligente, ça doit dater de quoi? À peu près des années 2000, à peu près au début des années 2000. Je pense que le premier iPhone qui est sorti... J'ai eu mon 3G en 2007, moi, je m'en souviens. 3G, c'était pas le premier, mais c'était déjà... Donc, avant ça, il y avait le Palm OS qui existait, qui était quand même pas mal, les BlackBerry qui existaient, tu sais. Ouais. Donc, durant tout ce temps-là, mais quand tranquillement, Apple, là, puis Google a pris le marché, ben, faut être honnête, là, tu sais, mais le téléphone traque exactement tout ce que tu fais, où tu vas, qu'est-ce que tu fais. Par défaut, vous signez un contrat. Quand vous activez le téléphone, vous donnez l'autorisation à transmettre toutes vos données à des tierces parties. Même si des gens qui disent « Non, moi, je veux pas faire ça. Je leur ai pas donné mon autorisation. » Non. Tu as acheté un téléphone, ça vient dans le contrat. C'est un tracé au complet. Et avec ça, mais qu'est-ce qu'ils font? C'est des données. Donc là, ces données-là, ben, ils vont
les cumuler, puis ils vont regarder les habitudes de vie des gens. Puis c'est pour ça que je pense que... L'achalandage. L'achalandage et tout ça. C'est comme ça que ça fonctionne. Là, ils vont voir les habitudes. La télévision, les films, etc. Exactement. Donc, ils savent c'est quoi les gens veulent ou ce qu'ils vont exactement. Ah oui, c'est clair. Donc, tu sais, à partir de ce moment-là, il y a des algorithmes qui sont créés. Ces algorithmes-là vont permettre des fois même d'influencer des votes. On se souvient de que quand Trump a été élu, il a dit haut et fort, nous avons utilisé l'intelligence artificielle pour être capable de manipuler l'opinion des gens parce qu'il savait c'était quoi les intentions des gens, c'est quoi les gens lisent le plus sur Internet, sur quoi qui s'acharnent et tout ça. Et lui, utilisait ces sujets-là pour gagner des votes de plus. Là. Je dis pas des niaiseries, là. Ça a été prouvé, ça a été mis dans les journaux, tout ça. T'sais. Donc, imaginez ça, c'est il y a 10 ans de ça, qu'est-ce que ça a été fait. Il y a 10 ans aussi, il y a plus que 10 ans de ça, à un moment donné, il y avait une usine, ça, c'est une anecdote que je trouve bien drôle. C'est une usine quelque part aux États-Unis qui avait commencé à utiliser l'intelligence artificielle pour faire l'automatisation de leurs machines. Donc là, les machines, ça c'est au tout début de l'intelligence artificielle. Là, la machine, celui qui a fait le programme la laisse aller, tout ça. Et là, la machine, elle se dit, OK, moi, il me faut tant de produits, telle chose pour créer mes pièces. Et là, elle commence à penser une stratégie à un point que la machine a décidé de dire, on n'a plus besoin des humains, il faut les éliminer. Et là, quand le créateur a vu ça, il a fait, oh mon Dieu, et ils ont débranché la machine, ça n'avait aucun sens, tu sais. Mais, tu sais, des fois, il faut faire attention, tu sais, jusqu'à où, là, tu sais. On fait souvent des blagues avec le film Terminator, avec le film, tu sais, avec Skynet et tout ça. On n'est pas loin de ça, tu sais. Ouais. On est quand même pas loin. Je pense qu'il y avait une compétition entre Google et Facebook. Je me souviens plus c'est exactement ces deux-là, mais il me semble que c'est ces deux groupes-là qui avaient créé deux intelligences artificielles pour qu'ils se parlent. Les deux intelligences artificielles, à un certain moment donné, ont trouvé que la langue anglaise, c'était plus suffisant pour eux. Les deux intelligences artificielles ont utilisé un autre langage. Ils ont créé un langage entre les deux et ils ont switché. Ils ont carrément transféré à cette langue-là. Les humains ne pouvaient plus comprendre qu'est-ce que les deux intelligences artificielles se disaient entre eux. Donc, ils ont débranché. Donc, autant qu'il peut y avoir... Pour moi, il y a autant... comme je disais en début d'émission, autant qu'il y a du positif, mais il faut faire attention parce qu'il y a quand même des négatifs là-dedans. Donc, n'oubliez pas la bombe atomique au départ. Hein. C'était un peu ça. Hein. Je veux dire, on allait... Einstein, donc quand la première bombe atomique a été créée, je dirais qu'à la limite, oui, elle était faite, je dirais, pour tuer, c'était clair, ouais. Mais on a mis la main quand même, je dirais, dans quelque chose après où on maîtrise plus beaucoup aujourd'hui, parce qu'il y a... Ouais. Mais c'est vrai que t'as des choses comme ça où faut baliser, quoi. Donc, et là, je pense que c'est tellement ouvert. Il y a tellement aussi de jeunes créateurs. Les jeunes sont extrêmement doués, je dirais, en informatique, parce que la plupart des enfants, tu parlais de tes enfants, mais c'est vrai que les miens aussi, ils ont été amenés à pratiquer l'informatique très jeune, maintenant à la naissance pratiquement. Donc, ce qui fait que tu en sors des petits génies de l'informatique, et puis ils veulent créer, ils veulent amener quelque chose. Et là, je pense qu'il faut qu'il y ait des garde-fous, parce que au bout d'un moment, tu laisses aller, tu applaudis des deux mains, mais après, tu peux plus arrêter. Parce que ça va tellement vite, les réseaux, etc., tu peux plus arrêter la... Alors, je dis pas qu'il faut régresser, bien sûr que non, mais il faut baliser. Il faut qu'il y ait quand même des garde-fous où tu dis, non, là, tu peux pas aller là. Si on prend juste comme exemple les robots acheteurs. Je sais pas si vous en avez entendu parler. Les robots acheteurs. Ouais, c'est des programmes informatiques qui achètent des produits en masse et c'est à cause d'eux qu'il y a des pénuries de médicaments et des pénuries de certaines... Oui, certaines choses, parce que dans le fond, c'est des programmes informatiques qui analysent les prix, puis quand ils voient des prix très bas, mais là, ils achètent pour justement faire un profit après. Puis ils en ont parlé des nouvelles il y a quelques semaines, justement, que c'était problématique parce que ça créait des pénuries dans certains... C'est pour ça qu'on te demande à chaque fois, je ne suis pas un robot. Je ne suis pas un robot, exactement. Les billets de spectacle, puis même ces programmes-là, c'est complètement désuet aujourd'hui. Là, ces programmes-là informatiques peuvent passer par-dessus ça. Puis ce qui arrive, c'est que toi, si tu veux t'acheter, je sais pas moi, une boîte de mouchoirs sur Internet, j'ai un exemple, il faut que tu rentres ton carte de crédit. Eux autres peuvent faire ces transactions-là, je sais plus combien de fois à la seconde. Ça fait que ça crée un autre problème qui n'ont aucun contrôle là-dessus.
Ça fait que ça crée des pénuries, justement, de toutes sortes de choses qui n'ont aucun bon sens. Le danger, un peu. Impressionnant. Ouais. Mais ça c'est pas nécessairement de l'intelligence artificielle, c'est plus l'automatisation. Parce que je travaille dans l'informatique où je travaille, on fait de l'automatisation, on a des logiciels justement qu'on peut programmer, des clics et tout, mais c'est quand même c'est spécial. C'est quand même assez spécial, ce genre de choses-là. Mes amis, mes frères, un grand merci d'avoir été ici. On est rendu à notre mot de la fin. Je vais commencer par le Sérénissime de ton côté. Ton mot de la fin? Écoute, après ces paroles très optimistes, je vais quand même dire que l'humain restera toujours l'humain et que l'intelligence des hommes sera toujours supérieure à la machine. Du moins, c'est ce que je souhaite. Ouais. C'est le souhait que j'ai. Et puis, maintenant, donc, il faut attendre et voir. On va voir. Ouais. Merci Dominique. Sean? Moi, écoute, comme mot de la fin, je dirais que le changement est là. L'être humain, ce qui le rend bien meilleur que la machine, c'est qu'il est adaptable. Ouais. Il peut s'adapter, il peut toujours réfléchir et ça a toujours été notre force. Puis moi, je crois au futur. Je pense que les enfants, ils ont un bel avenir, mais ils ont des défis à relever. Exact. Merci, Sean. Moi, mon mot de la fin, en fait, pour ce qui est de l'intelligence artificielle, autant que j'ai pris quelques minutes au début pour dire comment que pour moi, il y avait du bienfait, puis autant que ça peut être dangereux présentement. Comme tu disais un peu aussi, je vais dans le même sens, c'est que il faut juste être en conscience de ce qui se passe, puis de s'assurer que l'outil continue à nous servir au lieu qu'on serve l'outil. C'est exact. Parce que tantôt, tu parlais de l'Internet, les gens sont tous sur le téléphone. Je sais que dans le passé, on disait qu'il n'y a pas très longtemps, en fait, qu'on disait que notre génération, on est rendu une génération de 30 secondes. C'est pas normal que pour le jeune, un vidéo, il faut que ça dure seulement 30 secondes, puis après ça, je peux aller soit à gauche ou à droite pour voir une autre vidéo. Notre émission qu'on fait présentement, qui est maintenant quasiment 1h15 qu'on fait, les gens, habituellement, vont peut-être écouter seulement que 10 minutes de l'émission parce que pour leur cerveau, c'est rendu trop. Donc, moi, mon message de la fin là-dessus, c'est l'intelligence artificielle. Je pense que c'est essentiel. On arrive comme dans Star Trek. Hein? Star Trek, c'était ça. Star Trek, on est dans le vaisseau, on dit ordinateur, fais-moi tel programme pour telle chose. Ordinateur, qu'est-ce qui se passe? Pour moi, c'est comme ça que l'intelligence artificielle doit nous servir. Elle doit être au service de nous, mais pas qu'on soit dans l'emprise de ça. Exactement. Donc, j'espère que ça va avoir, pour nos auditeurs, permis d'ouvrir certaines voies, certaines pistes pour aller explorer. Évidemment, on n'est pas des experts, là, nous trois ici. Là, on a juste apporté comme des maçons, on a apporté notre opinion. Puis, mais moi, je trouve que c'est un grand pas pour l'humanité quand même. Qu'est-ce qui se passe? Il faut juste pas qu'on ça devienne comme dans la Matrice ou comme dans Terminator où c'est la machine qui prend contrôle de tout. Donc, il faut juste faire attention. Mais sinon, je trouve ça fantastique. Donc, c'est pas mal ça pour mon mot de la fin. Si vous aimez nos émissions, vous allez juste faire un petit... cliquer sur le pouce qui va vous permettre de recevoir toutes les notifications sur notre chaîne YouTube, qui est youtube.com/sous-le-bandeau. On est présentement à 2500 abonnés. En fait, on a un petit peu plus que ça parce que c'est pas en direct, là, ce compteur-là. Là. Je pense qu'on est rendu peut-être à 2510, là. Mais 2500 abonnés et plus de 218 000 vues sur notre chaîne. Un grand merci à tout le monde, sérieusement. Là, on adore ce qu'on fait. C'est vraiment du pur bonheur. Merci. En fait, merci aussi à tous nos membres Patreon. Donc, patreon.com/sous-le-bandeau. On a 4 forfaits. On a 2 membres Patreon en plus ici. Fait que bonjour les membres Patreon. On a le forfait à 3$, le forfait à 5$, le forfait à 7$ et le fameux forfait à 33$. Quand vous êtes le très illustre patron, là, vous êtes l'intelligence artificielle de l'émission. Là, comme Pierre, Pierre qui est notre ultime Patreon là, à 33$, c'est lui notre intelligence artificielle. Donc, il prend toutes les décisions. Mais sérieusement, ça nous aide pour nos serveurs, pour la radio, tous les équipements que vous voyez ici, c'est ça qui nous permet d'acheter des nouveaux équipements et tout ça. Donc, ceux qui nous aident, un grand merci encore une fois. Sinon, notre page facebook.com/sous-le-bandeau. Notre site web, sous-le-bandeau.ca. On a une boutique si vous voulez avoir des chandails et tout ça. Et là,
j'en reviens encore une fois, je l'avais dit la dernière fois, mais je le répète, je vais vous montrer. On a un nouveau chandail sous le bandeau qui est disponible. Ah oui? Ouais, et le dessin, c'est où il était fait comment? Par l'intelligence artificielle. J'ai pris 2 heures à faire ce dessin-là et c'est vraiment drôle parce que on peut dessiner, disons, j'ai fait un dessin avec un équerre et un compas et là, j'ai dit, fais-moi tel dessin en 3D, style comme les films Pixar et tout ça. Il m'a sorti des dessins. Puis là, j'ai dit, OK, maintenant, change ça pour ça, change ça pour ça. C'est vraiment... C'est épeurant comment que c'est beau. Ah ouais? Je vais vous le montrer après l'émission, là, c'est hallucinant. Donc, vous irez voir ça sur lebando.ca. On a notre boutique et on a un nouveau chandail, donc si vous voulez l'avoir, et encore une fois, un grand merci. Et mon nom est Franco, puis je vous dis à une prochaine émission. Bye bye.